Dites, vous trouvez pas qu'il y a un problème avec Hollywood en ce moment? Bon, vous trouvez pas qu'il y a un problème avec les comédies musicales à Hollywood? Par pur exemple, je vais prendre une anecdote que j'ai vécue. Une après-midi chill avec ma mère, promis c'est pas trop long. All my homies des petites villes connaissent cette route bénie. C'est celle qui mène vers le Buffalo Grill de la zone industrielle la plus proche. Buffalo Grill, la diligence des desserts, c'est 7,90€. Les ribs, c'est 11,95€ les 16. La salade d'entrée, c'est absolument dégueulasse. Les discussions sur le fait que tu n'as toujours pas trouvé de travail. Tu es au chômage, sale chien. Mais surtout, le cinéma à 10 minutes. Ça, c'est cool. Bon, on est en pleine période de Noël, donc normalement, niveau film family friendly qu'on peut voir avec sa mère, ça devrait pas manquer. Non, non, pas du tout. Je rigole, il y en a qu'un seul, et c'est Wonka. Car déjà, j'avais vu dans la bande-annonce que c'était par Paul King, à savoir le gars qui a fait ça. Mais aussi parce que c'était soit le film où on prouve une fois plus que Hollywood est prêt à caster Timothée Chalamet dans littéralement n'importe quoi, ou alors, dans la salle juste à côté, il y avait les Sekpaowski. On s'installe donc dans la salle, sans popcorn, parce que comme j'ai dit précédemment, tu es au chômage, sale chien. Puis le film commence, avec une chanson d'ouverture, et là je me dis, cool, c'est un moyen sympa d'ouvrir un film qui se veut comme merveilleux. Puis on enchaîne sur une autre chanson, puis une autre, puis encore une autre, et petit à petit je me rends compte que putain en fait, depuis le début je suis en train de regarder une comédie musicale. Et bien que c'était une super surprise, bah il y a un sacré problème dans l'histoire que je viens de raconter. Car comme je l'ai dit précédemment, j'ai vu des bandes annonces pour ce film, et jamais j'ai vu qui que ce soit chanter à l'intérieur. Les seuls micro-indices sont des scènes de danse qui durent à peine quelques secondes. J'ai fait le calcul avec la soundtrack et quasiment un quart du film est chanté. Tout le trailer n'a été fait qu'avec des petites scènes entre les chansons. Et apparemment, en regardant les avis des autres spectateurs, bah j'étais clairement pas le seul à pas avoir été mis au courant en fait. Quasiment personne ne savait avant d'aller voir le film. À tel point que des articles ont dû être écrits à ce sujet. Pour vous dire, j'ai même été jusqu'à demander à mon entourage si c'était pareil pour eux. Je sais que je suis pas la seule victime. Et qu'on peut pas être aussi nombreux à se tromper. Et verdict, Timothée Chalamet nous a menti à tous. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est pas seul. Car dernièrement, un autre préquel de film culte se basant sur le personnage le plus populaire a aussi beaucoup fait parler de lui, avec une équipe promettant la totalité des chansons de l'acte 1 au cinéma. Mais malgré ça, pas une seule trace de chanson dans le trailer. La seule trace de chanson est la seule vraiment connue de tous, Defying Gravity. Et ça dans les deux trailers. Alors que personnellement, j'aurais cru que ce film était là pour faire connaître le reste du spectacle au grand public, pas reciter les trucs qu'ils connaissent déjà. Alors, je suis pas contre le fait de garder l'effet de surprise dans une bande-annonce, mais là, si un spectateur regardant le film ne connaît pas le musical, ou connaît juste la chanson Defying Gravity qui a beaucoup tourné, et ben il a aucun moyen de savoir que ce préquel du Magicien d'Oz sera en musique. Bon, le film original, tout comme pour Wonka d'ailleurs, est lui aussi très musical. Mais là, on parle de minimum 45 minutes de chansons. Le film original en a même pas 10. Communiquer sur cette légère différence aurait pu être plutôt pas mal, non? Et ce phénomène, il est encore pire quand un studio décide de faire non pas le préquel, mais le remake direct d'un film culte. En se basant non pas sur le film, mais sur la comédie musicale adaptée à Broadway. Car là, on touche à des scènes que les gens connaissent déjà pour faire chanter des gens dedans. Imaginez si on annonçait le remake de, je sais pas moi, Retour vers le futur, et que une fois que vous êtes en salle, vous vous rendez compte que c'est une adaptation du spectacle à Broadway. Ce serait extrêmement bizarre. Changer autant le genre d'un film, ça demande un minimum de préparation psychologique, comme ça a été le cas pour La couleur pourpre de Blitz Batzawul, adaptation du livre passant après celle de Steven Spielberg réalisée en 1985, qui elle a été plutôt claire dans sa bande-annonce sur ses volontés et ses influences de Broadway. Beaucoup de gens disent que c'est pas assez, mais ça chante pendant les 3/4 du trailer, je sais pas trop ce qu'il faut de plus. Mais bon, par contre, il y en a un qui a aucune excuse. Mean Girls de Samantha Jane et Arturo Perez Jr. Où là, on transforme une œuvre avec une communauté de très fans qui connaissent le film par cœur, sans les prévenir. Alors oui, je veux bien, liberté d'adaptation, tout ça, mais je peux comprendre pourquoi des fans de Mean Girl le film comprennent pas trop ce qui se passe dans ce genre de moment. Et bien sûr, comme dit précédemment, avec un coup comme ça, les fans déçus, ils se donnent à cœur joie pour démonter le film. Et bien qu'il y en ait quelques-uns pour essayer de rattraper le coup en expliquant le malentendu, mais comme dirait Gringe... Le mal est fait. Et comment leur en vouloir? Une bande-annonce, c'est là comme une promesse. Dire,
voici le film que vous allez voir. Et quand cette promesse camoufle au minimum un quart de ce que l'on vend, et ben même si beaucoup de commentaires sur ces films sont pas mal de mauvaise foi, on peut techniquement pas leur reprocher quoi que ce soit. Moi aussi, j'aurais été très en colère de voir ça au ciné. I didn't get it till now. Mais si vendre aussi mal son film, c'est prendre autant de risques sur les retours des spectateurs. Alors pourquoi le faire? Et ben avec des recherches, j'ai trouvé une réponse donnée par une interview du The Ringer, et elle est plus déprimante que ce que vous pensez. Retour le 3 juillet 2020. La France s'apprête à vivre son second confinement, et Disney décide de sortir sur la plateforme de VOD en avance une des armes qui gardait de côté pour plus tard. is Hamilton. $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot. Sur scène depuis janvier 2015, Hamilton est le spectacle qui a fait découvrir le Broadway moderne au grand public, faisant de Lin-Manuel Miranda l'équivalent d'un dieu vivant pour les nouveaux Theater Kids, au point de le laisser travailler sur d'immenses projets tels que les derniers classiques Disney, apportant un vent de fraîcheur très apprécié du public. Et je pense que les succès de La La Land et The Greatest Showman quelques années plus tard ont aussi dû pas mal encourager les studios à dire oui à beaucoup plus de projets venant du musical. Et ça jusqu'en 2021, année importante pour Broadway, plus que 5 films adaptés de comédies musicales sont sortis en salle. Tout d'abord, il y a eu In the Heights, l'ancien succès de Lin-Manuel Miranda avant Hamilton, mis sur grand écran. Il y a aussi eu Dear Evan Hansen, l'adaptation étrange d'un gros classique très populaire, Cyrano, l'adaptation de la pièce de théâtre bien sûr, mais surtout de la comédie musicale d'Erika Smith. Tout le monde parle de Jamie, version pour le grand écran du spectacle le plus récent, racontant l'histoire d'un jeune adulte voulant se lancer dans le drag. Et enfin, le plus gros projet de tous, West Side Story de Steven Spielberg, une envie de longue date de la part du cascadeur de réadapter le spectacle l'ayant marqué dans son enfance. Ah, et musique de Sia, qui avait comme projet de vie de envoyer se faire chier toutes les personnes dans le spectre de l'autisme, je crois. Alors c'est pas du tout adapté d'un musical, hein, mais j'avais très envie de le mettre dans cette liste, j'avoue. Et tous ces projets-là, les producteurs avaient 100% confiance en eux. Il suffit de mettre le trailer de In the Heights et celui de Wonka juste à côté pour voir une légère différence de ton. Et tous ces projets de 2021 se sont foirés, lamentablement. Alors, sans compter la promo, In the Heights de la Warner a perdu 10 millions, Dear Evan Hansen en a perdu 8, ce qui est tristement drôle quand on sait que c'est la boîte de production du père de l'acteur principal qui a majoritairement financé le film. Oups. Cyrano, lui, a perdu 24 millions. Tout le monde parle de Jimmy et a rapporté 18 millions à l'international. Je n'ai aucune idée de combien il a coûté, mais sûrement plus que ça. Et West Side Story, lui, a fait perdre 26 millions à la Santiry Fox. Ah, et Sia, avec son truc, a rapporté 400 000 $ dans le monde. Pour un projet à la base de 4 millions, qu'elle a transformé en un projet de 16 millions de dollars, quand elle a voulu y rajouter des chansons. Dans cette langue, on le prononce chais. Ce qui nous fait un total de minimum 83 millions de dollars perdus. Waouh, c'est une sacrée somme. Merci. Plus sérieusement, l'échec d'autant de films du même genre la même année, et bah ça fait dire au studio que les gens ne veulent plus voir de comédie musicale. Bon, pour cette conclusion, il faut se faire un bon lavage de cerveau pour oublier que l'une des raisons évidentes de l'existence de ces films, c'est The Greatest Showman qui a rapporté 385 millions 4 ans avant, et La La Land qui lui en a rapporté 470. C'est aussi en supplément une bonne dizaine de coups sur la tête pour oublier que 2021, c'est aussi l'année de la réouverture des salles après le Covid, ce qui a été une très mauvaise année pour tous les films en général. Certes, No Way Home a fait 2 milliards, mais c'est oublier tous les films qui se sont lamentablement foirés. Suicide Squad, Matrix, Le Dernier Duel, Old, Titan, la liste est longue. Et malgré ça, il y avait Encanto et Tic Tic Boom. De Lin-Manuel Miranda d'arrête, ça commence à devenir du harcèlement. Deux comédies musicales qui marchaient très bien en streaming. Mais bon, les quelques films qu'on a mis en salle dans une mauvaise année, sans trop de promo pour la plupart, avec certains ayant été repoussés de 1 an, n'ont pas marché. Donc du coup c'est bon, oublions l'histoire centenaire des succès du musical à Hollywood. Plus personne n'a envie de voir ça. C'est fini, les mots musical et musical, voire même danse ou musique, doivent être définitivement supprimés de nos films. À la place, il faut des mots plus simples, qui font moins peur aux consommateurs. Comme chanson par exemple. Et je sais que c'est l'impression que ça donne, mais j'exagère rien. Si vous commencez en disant comédie musicale, vous prenez le risque de rebuter le public. Nous ne voulions pas nous précipiter et dire que c'est une comédie musicale, parce que les gens ont tendance à voir ça d'une manière différente. Mark Wakstrock, le président du marketing global de Paramount. Les Oompa Loompa chantent beaucoup dans le livre, et Roald Dahl a toujours été un poète. Mais je ne voulais pas en faire un musical où les personnages se mettent à chanter leurs dialogues sans trop de raison. J'ai senti qu'il s'agissait plus d'un film avec des chansons qu'une comédie musicale. Paul King,
réalisateur de Wonka. Je n'ai pas envie que les gens pensent que mon film serait comme In the Heights, où les femmes de la bodega se mettent à chanter dans la rue pendant que des policiers dansent avec elles. La plupart des musiques du film sont en fait des dialogues. Arthur n'a simplement pas les mots pour dire ce qu'il veut dire, alors il les chante à la place. Todd Phillips, le réalisateur de Joker 1 et 2. Je ne dirais pas que Jean-Claude Van Damme donne des coups de pied dans mon film. Je n'ai pas envie que les gens pensent qu'il fait des arts martiaux ou quelque chose du genre. Je dirais plus qu'il oriente sa cheville sur le visage des autres afin d'exprimer son mal-être. Jean-François Troufion, de la Weyland-Yutani. Oh, attention, derrière vous, un extrait de West Side Story où les personnages parlent tout à fait normalement. Eh vous, descendez! Si vous saviez ce qu'on s'amusait, on adore jouer au basket. Nous qui sommes des enfants abandonnés, ça nous écarte des tentations de la rue. Ta gueule! Ah oui, Side Story n'est donc pas une comédie musicale. Comment as-tu osé me mentir ainsi, halluciné? Et je pense que le plus frustrant avec ça, c'est à quel point il est évident que, comme souvent, le camouflage de la partie musicale n'est pas une décision d'un réalisateur, mais celui d'un producteur. Et le meilleur exemple pour le prouver, c'est bien la déclaration de Todd Phillips sur Joker 2. Je n'ai pas envie que les gens pensent que mon film serait comme In the Heights, où les femmes de la bodega se mettent à chanter dans la rue pendant que des policiers dansent avec elles. Dans ton film, tu as le Joker qui fait des claquettes, Todd. Et quand il ne danse pas, il réussit très bien à se plaindre de sa situation, tout comme dans le premier film. De quel genre de mots il peut manquer pour qu'il ait besoin d'un numéro dansant de 3 minutes pour les communiquer? Ton précédent film était déjà très musical et tu as toujours voulu ton Joker comme un artiste, alors assume que la comédie musicale était un choix parfait pour ce que tu voulais faire. Ces passages sont peut-être nuls, je sais pas, je l'ai pas vu, mais un tel niveau de mauvaise foi sur le genre de son propre film, c'est assez frustrant à regarder. Et qu'on me dise pas que c'est juste un moyen de calmer les fans après toute la polémique sur l'annonce des chansons dans le film. Oui, c'était la foire aux petits rigolos, personne n'a trouvé ça drôle, mais je pense pas que c'est suffisamment fait peur à Todd Phillips pour renier son propre film. Tout simplement car Wonka a eu le même niveau de mauvaise foi lorsque les seules moqueries sur lui étaient sur le choix de Timothée Chalamet dans le rôle. Alors qu'en vrai, il était plutôt bon en plus. Arrêtez de donner à ce type des rôles de blasé s'il vous plaît, on veut plus de ça, nous. Et même si ces déclarations étaient là pour calmer les fans, mentir et attendre que les spectateurs voient ton film où il y a tout pour les énerver, c'est la pire façon de calmer des gens, ça. C'est juste décaler le problème. Mais malgré tous les défauts de ce film que même le réalisateur ne voulait pas faire à la base, tout le monde ne retiendra que les chansons et le Joker qui fait des claquettes, car c'est la chose qui se voit le plus. Et au lieu de se questionner sur le fait que le film a peut-être été mal vendu auprès du public, on va continuer de mettre toutes les mauvaises critiques sur le fait que les personnages chantent et que personne ne veut voir ça. Alors oui, beaucoup de gens n'aiment pas les comédies musicales. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un univers où le monde entier se bute à Chantons sous la pluie. Mais je suis convaincu qu'une vraie promotion du genre, au premier plan, ainsi qu'un réalisateur qui donne ses vraies ambitions artistiques pour défendre ses idées, ça donnerait des spectateurs beaucoup plus ouverts qui ne rentreraient pas forcément tous dans le truc, mais qui ne se bloqueraient pas sur le premier aspect un peu étrange d'un personnage qui remplacerait les mots par de la musique. Alors attention, je ne dis pas que ce problème de promotion altère la qualité de ses films. J'ai apprécié Wonka, Joker je l'ai pas vu, mais au moins visuellement ça a l'air un peu plus intéressant que le premier, que j'ai toujours trouvé un peu plan-plan personnellement. Et quant à Wicked, ça a l'air sympa. Certes on n'a pas vu de scène musicale pour l'instant, mais vu que c'est le réalisateur de In the Heights aux commandes, personnellement j'ai entièrement confiance. Laissez tous John Cho cuisiner et oublions collectivement qu'il s'agit du gars qui a fait le film Jem et les hologrammes. J'ai la prostituée, même ton corps est constitué. On ne sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère la prostituée. Et je pense même que le succès de ces films au box-office pourrait donner de nouveau confiance au studio. Si Wicked se rapproche plus de Wonka que de Joker 2 dans les retours, on a peut-être un moyen d'avoir un retour assumé des scènes musicales. Et en attendant, en tant que ces conneries continuent, je sais toujours qu'il y aura une communauté soudée qui sera toujours là pour se plaindre de ces bêtises de films avec des chansons. Et que de toute façon, il y a encore des studios ne basant pas tout le montage de leurs films sur des séances tests, qui eux assument dès leur bande-annonce de faire des grands films musicaux. En tout cas, personnellement, je pense qu'on en a bientôt fini avec ces conneries. Et en attendant, j'ai une vidéo sur Wicked à terminer. Donc à plus.